Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Moustapha Saha. Bonjour. Bonjour, Abdelatif. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Merci infiniment de s'accepter notre invitation un dimanche. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, surtout sur une thématique de taille qui a toute sa place dans notre époque, parce qu'on vit dans une période de contradiction, d'amalgame, d'incompréhension, d'abus, et tout est politisé. La thématique de ce jour, c'est les mythes de l'homme politique et le désordre mondial. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Moustapha Saha, sociologue des problématiques des minorités urbaines, migratoires ou de la révolution numérique, docteur d'État sous la direction d'Henri Lefebvre, artiste exposant à Lima, le Maroc contemporain 2014-2015, éditorialiste à Jeune Afrique, Evans Post, Maghreb, Maroc diplomatique et Kid Maroc. Pour la thématique, vous avez dit un mot qui m'a interpellé, qui peut peut-être lancer le débat. C'est le mot tout était politisé. Oui, il y a eu une époque où tout était politisé. Aujourd'hui, je dirais plutôt que tout est dépolitisé. Parce que la politique a perdu complètement son sens. Alors, comment peut-on définir la politique pour savoir que tout est dépolitisé? Moi, j'étais bien placé pour savoir ça, pour observer ça comme sociologue, mais aussi comme acteur à mon insu, mais de l'État. Donc, j'étais impliqué dans le cœur du réacteur, et donc ce qui m'a confirmé dans mes analyses. En fait, je voudrais bien commencer par une vue générale en quelques phrases. Bien sûr. Parce que pour moi, d'abord, contrairement, on voit que tous les médias, les publications livresques, etc., sont monopolisés par une nouvelle catégorie d'intellectuels qui sont des prophètes de l'apocalypse. D'accord. Et qui font une surenchère incroyable pour annoncer une nouvelle fin du monde. Or, on se souvient de l'annonciation de la fin du monde en l'an 1000 qui avait permis à l'Église de déposséder les gens de leurs biens en leur promettant une place au paradis en échange. Et donc, on est un peu dans le même cas. Mais en fait, s'il y a une comparaison à faire, ce serait avec la chute de l'Empire romain. C'est l'Empire occidental qui est en train de s'écrouler, d'imploser, non pas sous une poussée extérieure, mais tout simplement parce que sous la poussée de ses propres technologies de pointe qui ont accouché. Et j'en discutais avec quelqu'un qui vient de nous quitter aujourd'hui, qui était un ami proche, qui était Michel Serres. C'est ça, oui. Et c'était l'un des rares philosophes qui justement a dénoncé cette instrumentalisation politique ou faussement politique d'une mutation civilisationnelle. Voilà. Alors, si vous le voulez, je peux vous résumer en quelques phrases ma thèse, parce que ça va permettre peut-être de poser les autres questions dans un cadre large. Bien sûr. Et donc moi, je travaille beaucoup depuis une vingtaine d'années sur la révolution numérique
la révolution numérique, non pas en tant que technique, parce que en tant que technique, comme toute technique, elle est à double tranchant. Et ses retombées dépendent de l'utilisation qu'on en fait, de l'usage qu'on en fait. Donc, non, la révolution numérique, j'y travaille comme un symptôme d'une mutation de civilisation. Or, il s'agit bien d'une mutation de la civilisation planétaire. Et une mutation qui a une telle importance que c'est la première qui intervient dans cette grandeur depuis 8000 ans, depuis pratiquement l'âge de bronze. Alors, je m'explique. La société pyramidale a été inventée par les Sumériens il y a 6000 ans à peu près. Et même les pyramides d'Égypte ne sont qu'une figuration symbolique et esthétique de cette affaire, et donc qui est construite par strass avec un sommet qui commande et qui régit et qui tire profit de toutes les strates intermédiaires. Voilà, en gros, schématiquement, comment fonctionne la société pyramidale sur la subordination par degré, par étage, et en fait, le pouvoir réel n'appartient qu'au sommet. Enfin, qu'il soit un sommet collectif, ou un sommet monarchique, ou un sommet présidentiel, etc. C'est ça. Et donc, le secret du pouvoir, de ce pouvoir étatique pyramidal, ce n'est pas les finances, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas ce qu'on appelait dans les années, dans un jargon marxiste, les appareils d'État, la police, l'administration, l'armée, etc. Non, le secret qui l'a fait fonctionner jusqu'à présent, c'était le monopole de l'information. Qui a le monopole de l'information peut créer l'événement. Qui n'a pas le monopole de l'information subit l'événement. Or, ce qui se passe avec la révolution numérique, avec la circulation, la libre circulation de l'information, plus rien ne peut se cacher. Et du coup, le pouvoir, tous les pouvoirs dans tous les domaines ont perdu le monopole de l'information. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour se maintenir? Ils fabriquent de la désinformation, des rideaux de fumée. Voilà. Et donc, c'est ça le cœur de la révolution numérique. C'est-à-dire que l'information, elle est à la portée de chacun. On s'aperçoit, c'est incroyable, comme situation qui s'est réalisée en quelques années, en 20 ans pratiquement, c'est que n'importe quel internaute dispose chez lui, avec son petit ordinateur portable, d'une salle de rédaction, de journal, d'où il peut lancer une information qui peut faire boule de neige et inonder et submerger le monde entier. Voilà le cadre général. Donc, si j'ai bien compris, cette flux d'informations, cette structure, comme vous l'avez bien dit, pyramidale qui commence à changer de norme parce qu'il y a cette flux d'informations. Donc, comme il l'a dit Michel Serres, parce que j'ai suivi ce monsieur un certain temps, il a parlé d'une chose très importante, parce que j'aimerais bien la partager avec vous, puisque c'est quelqu'un de bien et à ce jour, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, parce que c'est un personnage de taille qui a marqué la France, qui a marqué aussi le monde. Il a dit, on n'a jamais été en paix depuis plusieurs années, parce que c'est la première fois qu'on est en paix. Et là, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte comme quoi nous vivons, quoi qu'il arrive, nous vivons dans une période de paix. Les guerres, ça fait plus que 70 ans, 80 ans. Il n'y a jamais eu de guerre, une guerre énorme comme celle de 14 ou bien de 40. Oui, moi j'ai beaucoup discuté avec Michel Serres. Et il disait que les conditions, plus exactement pour aller au fond de... C'est un épistémologue, un philosophe des sciences qui est au fait des technologies. Et il disait... C'est aujourd'hui que nous avons tous les moyens technologiques pour éviter toutes les guerres. Sauf que, bien entendu, c'est même pas imaginable qu'on puisse être engagé dans une guerre mondiale
Mais par contre, les guerres sont fractionnées. Il s'agit d'une lutte géopolitique à l'échelle planétaire où les puissances jouent une incroyable partie d'échecs pour placer leurs pions. Voilà. C'est des choses qui sont très complexes aujourd'hui. On s'aperçoit par exemple, et il y a eu aujourd'hui même, il y a des expérimentations qui sont faites pendant l'occupation militaire, parce qu'il s'agit bel et bien d'une occupation du Sahel, du Niger, du Burkina Faso et surtout du Mali. Aujourd'hui, on mène des guerres sans confrontation physique, sans confrontation corporelle des soldats. On n'engage plus les soldats sur le terrain, bien entendu, ils sont obligés de s'engager dans des opérations de commando, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est que avec l'espionnage satellitaire qui est d'une précision diabolique, les guerres se font dans des postes de commandement devant un écran. Et ils se font avec des drones, ils se font avec des clones, ils se font avec... On sort un bouton sur une cible, c'est un point rouge qui va clignoter sur l'écran, mais en fait il s'agit d'une colonne de 100 personnes, 100 terroristes ou 100 ennemis qu'on va éliminer d'un seul coup en envoyant un missile téléguidé avec un drone. Vous voyez ce que je veux dire? Exact. Exact. Donc les guerres continuent, mais elles ont changé de nature. Mais je crois que ce qui intéressait surtout, ce qu'il voulait dire, il voulait dire que même, on en a parlé ensemble, Michel Serres, même les guerres vont devenir assez rapidement obsolètes. Parce que nous n'avons jamais eu le monde de demain qui sera forcément un monde transversal, qui s'expérimente de manière chaotique sur la toile, sur le web, sur les réseaux Internet. C'est un monde transversal. Et paradoxalement, il fonctionne de manière horizontale, en réseau, de la même manière que le fonctionnement tribal. Donc il y a un retour du fonctionnement tribal qui est le fonctionnement direct, il y a un retour des localités, il y a un retour des expériences localisées, quand elles s'avèrent exemplaires, elles font tâche, et il y a surtout une connexion en temps réel de tous les points de la planète et de tous les humains, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi vous dites comme quoi il n'y a plus de politique, tout est dépolitisé. Oui, je crois que les notions même de politique et même de pouvoir sont des notions qui sont directement produites et reproduites par le système pyramidal et que ils sont de moins en moins opérationnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de politique. Oui, mais une forme assez particulière, totalement altérée, totalement corrompue de la politique, pour reprendre une formule d'un vieil ami de Nanterre, Jean Baudrillard, en fait, il n'existe plus que des simulacres et des simulations de politique. On est dans le faux, de bout en bout. Dans un blog de Mediapart, j'ai vu comme quoi vous avez parlé de ces intellectuels de l'ombre qui font vraiment de la politique. Pourriez-vous nous dire davantage, s'il vous plaît? Oui, moi j'ai côtoyé suffisamment la classe politique pour savoir comment elle fonctionne. Et en fait, la classe politique, les êtres politiques, qu'ils soient femmes ou hommes, sont un genre assez particulier qui ne produisent rien, mais qui récoltent tout. Voilà, pour résumer en deux mots. C'est un beau résumé là. Voilà. Et donc, j'ai jamais, je le dis de manière directe, j'ai jamais vu de médiocrité aussi grande, intellectuelle, conceptuelle, que chez les politiques. En fait, ce sont des mécaniques qui sont formées
pour gagner le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. D'accord, Voilà. d'accord. Donc c'est une course au pouvoir. Et ces intellectuels de l'ombre, parce qu'on voit énormément d'intellectuels qui sont là juste pour les médias, qui sont là juste pour faire des scoops, mais on voit réellement derrière, il n'y a pas de contenu, hein, donc c'est que des pipeaux, hein, Non, j'ose dire. non, Voilà. non, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand on observe le monde politique, on s'aperçoit, par exemple, que il y a de moins en moins disons, de richesse cognitive, intellectuelle qui a investi dans la politique. Quand on pense que au XIXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à grosso modo De Gaulle, les grands dirigeants, les gouvernants, etc., c'était de vrais intellectuels, c'était des journalistes, des écrivains, ils l'ont prouvé avec les œuvres qu'ils ont laissées. Ce n'est plus le cas, parce que le dernier cas, ça a été mais très trompé, c'était Mitterrand, mais là, la politique, il n'y a plus de politique en fait, il n'y a que je ne sais pas comment vous résumer parce que ça demanderait des développements très longs, mais pour le dire de manière condensée, il n'y a plus que des technocraties. Voilà. D'accord. Ça veut dire des techniciens. Il n'y a plus, et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus que des faux débats, parce que les vieux paradigmes politiques ont épuisé toutes leurs ressources idéologiques. On voit comment la gauche s'est effondrée en quelques semaines parce que elle avait créé le vide. J'avais mon ami sociologue Cornelius Castoriadis qui, dans les années 80, il nous avait sorti, on était dans un dîner chez Henri Lefebvre et il nous sort, ça y est, nous sommes définitivement entrés dans l'ère de l'insignifiance. Et effectivement, la politique, c'est juste fondé sur des illusions d'optique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gouvernances, mais ces gouvernances qui sont réelles, qui sont technocratiques, sont dans tous les domaines technocratiques, justement. C'est-à-dire que c'est des gouvernances néolibérales qui confisquent la puissance de l'État, la puissance étatique, au profit de quelques oligarchies financières. C'est le cas en France, c'est le cas dans tous les pays d'Europe, c'est le cas de plus en plus dans le monde entier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire sur nos intellectuels qui font un petit peu la une des médias, parlons tant de vitrines de magasins, ils sont fonds de magasins? Oui, absolument. Moi, j'avais sorti une formule, Jacques Lang m'en veut pour cette formule, encore aujourd'hui, parce que j'avais dit que il était responsable avec Mitterrand d'avoir inventé le marketing culturel. Et j'avais résumé que j'avais défini ce marketing culturel, tout dans la vitrine, rien dans le magasin. Et dans tous les domaines, c'est ça. C'est-à-dire que tout est dans la vitrine et rien à l'intérieur des magasins. Vous êtes un Marocain comme nous et vous connaissez notre pays d'une manière assez importante. Et notre pays, le Maroc, comme vous le savez, c'est un pays qui traverse un pays millénaire, hein, comme tout le monde le sait, mais un pays qui traverse une période un petit peu de perturbation, mais il a les reins solides. Comme on dit, hein, donc lorsqu'on est devant, on reçoit des coups dans le dos. Alors, il est attaqué partout, nord, sud, est, ouest, parce que c'est le Maroc et c'est la porte de l'Afrique qui bouge. Selon vous, comment vous voyez l'avenir d'un pays millénaire comme le Maroc? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va l'emporter vis-à-vis de ces attaques, j'ai dit externes, et je pèse mes mots, internes aussi? Moi, je dirais deux mots sur mon parcours existentiel. Moi, j'ai grandi et toujours vécu à Paris, en France. Par contre, je prépare mon retour au Maroc.
Inch'Allah. Et j'ai pas remis les pieds depuis mon adolescence. J'ai battu Ça fait un moment, oui. Le record de mon vieux père spirituel, Bessriwi, qui s'est vanté plaisamment d'avoir été le plus vieux exilé marocain pendant un quart de siècle. Moi, j'ai dépassé. Je ne dirais pas de combien, mais j'ai dépassé. Donc, mais je me suis toujours intéressé au Maroc. J'étais très jeune, j'avais la vingtaine, sur la pression de Jacques Berck. J'avais écrit un livre. Il n'arrêtait pas de me dire il faut renouer avec tes racines. Et effectivement, il m'a fait beaucoup travailler. Pendant 3 ans, j'avais sorti un ouvrage aux éditions Anthropos qui s'appelait Structure tribale et formation de l'État dans le Maghreb médiéval, dont je dirais peut-être 2 mots parce que c'était, bien sûr, je crois, une bonne intuition où je m'étais aperçu de manière intuitive. C'est aujourd'hui que j'ai réussi à y voir clair avec la révolution numérique. Je me suis aperçu que c'est peut-être le Maroc et peut-être le seul cas historique qui a réussi à conjuguer de manière harmonieuse, de manière, et surtout d'une manière opérationnelle, une sorte d'alchimie entre la société pyramidale que j'évoquais et la société transversale, tribale, entre la centralité qui est toujours incarnée par la monarchie et puis et la localité. Et je crois que on a commencé à comprendre cette affaire au Maroc au niveau politique, dans la mesure où on encourage de plus en plus non seulement la décentralisation, mais que je voudrais dire, parce que c'est le fondement même, que le Maroc a évité l'automne arabe, pour une raison, c'est qu'il a eu une réactivité extraordinaire en promulguant dès le 11 juillet 2011, l'une des constitutions les plus révolutionnaires du monde. Et personne ne le sait. C'est moi qui avais fait découvrir cette affaire au président français et au ministre avec qui je travaillais, parce que la Constitution, j'encourage les auditeurs à la découvrir, ils devraient la trouver sur Internet, la Constitution marocaine est la seule Constitution qui contient la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le corps de la Constitution. Ça, on ne le sait pas. La Constitution marocaine est la seule Constitution du monde qui reconnaît officiellement la diversité culturelle, mais de manière pratique, de manière concrète, qui reconnaît 4 langues officielles. C'est inouï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les langues officielles du Maroc, c'est non seulement l'arabe, mais c'est aussi l'amazigh, c'est aussi le français, et quelque chose de révolutionnaire, c'est aussi l'hébreu. Et ça, c'est une affaire aussi d'avenir à régler, parce que il y a un véritable judaïsme maghrébin qui n'a rien à voir historiquement, qui est fondé sur les mêmes dogmes religieux, mais ça s'arrête là, sur la Torah, mais qui s'est constitué pendant 2000 ans. Il y a Haïm Zafrani, auquel je consacre un livre qui sort, qui s'appelle Haïm Zafrani, penseur de la diversité. Haïm Zafrani, c'est un savant juif marocain que je place, des Sawira, que je place sur la lignée de Michel de Montaigne au XVIe siècle. C'est peu dire, sauf que son œuvre était très technique, très touffue, très savante. Et j'espère que le livre que je lui consacre va servir de bonne introduction pour qu'on aille plus loin dans la découverte de ses livres. Et Haïm Zafrani, il a prouvé que le judaïsme marocain, maghrébin,
est un judaïsme berbère d'abord, et qu'il remonte à l'arrivée des Phéniciens il y a 2500 ans. Voilà. Comme vous le savez, le Maroc est sous le règne de Mohamed VI, le roi du Maroc. Un Oui. jeune roi qui a pris les choses en main. Selon vous, comment vous voyez son trajectoire de progression depuis l'arrivée au trône jusqu'à maintenant et Inch'Allah à l'avenir? Moi, je crois que le monarque marocain, qui a été, il ne faut pas l'oublier, qui a été formé politiquement aux affaires internationales très tôt. Oui. Il a fait son stage à la Commission européenne. Ce n'est pas rien. Hein. C'est quelqu'un qui a une intuition politique et une vision politique. C'est un jeune roi qui est bien installé non pas dans le passé, mais dans le devenir. Et il voit les choses de manière assez lucide. D'accord. Et je crois qu'il a compris son rôle. Et le rôle de la monarchie traditionnelle, qui est d'être le symbole d'une cohésion nationale et en même temps d'impulser des choses nouvelles, d'ouvrir des voies et non pas d'imposer des ordres. Et donc, en ce qui concerne, je prépare un livre sur le Maroc qui va s'appeler le laboratoire marocain. Et ça veut tout dire. Je considère le Maroc est une société. J'avais sorti un texte il y a 2 ans qui a été largement publié dans les journaux marocains, qui s'appelait Psychopathologie politique d'une société schizophrène, et qui montrait, il faut pas le cacher, que nous sommes dans une société marocaine où il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est malgré tout des inégalités qui sont trop grandes entre une société des classes extrêmement riches, extrêmement avancées intellectuellement, et puis nous avons une masse qui n'est pas encore sortie de la misère, de l'analphabétisme qui frappe encore le Maroc. Il faut dire les choses. Cela dit, le Maroc est un laboratoire non seulement pour le Maghreb, pour le monde arabe, mais moi j'estime que c'est un laboratoire à portée planétaire, parce que c'est une société qui permet aussi des expérimentations profitables à l'humanité entière. On l'a vu par exemple avec le Maroc est à la pointe dans des domaines comme les énergies renouvelables. On a vu qu'il s'est doté du complexe Nour à Ouarzazate, qui est à la pointe mondiale, mais aussi il est à la pointe d'expérimentation de Smart City, comme à Casablanca. Il innove, et en même temps quelque chose qui est très rassurant. Le Maroc veille de plus en plus à la préservation de l'environnement. C'est un pays qui a su préserver son patrimoine architectural historique avec les villes impériales, mais avec les villages anciens, et qui restaure aujourd'hui. Ça, c'est une prise de conscience énorme, qui restaure les kasbahs, qui restaure les synagogues, qui restaure les cimetières juifs, qui restaure tout ce qui est patrimoine. Tout ce qui est patrimoine, mais en même temps, c'est un pays qui protège la nature. Bien sûr. Voilà. Écoutez, M. Moustapha Sahas, si vous l'acceptez bien, je serai heureux de vous avoir la semaine prochaine, si vous aurez le temps, pour nous parler par rapport à vos réalisations, et notamment sous forme tout ce qui était sorti comme écrit, mais aussi cette loi que vous m'avez parlé, c'est que j'étais ébloui de l'entendre. Quand un immigré arrive à l'âge de 65 ans, il devient apparemment français par définition, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Ça, je me suis battu, j'ai travaillé dans l'ombre, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une loi à l'Élysée.
qui donne automatiquement d'office la nationalité française à tout immigré qui justifie avoir vécu 5 ans sur le territoire national et à l'âge de 65 ans. D'accord. Voilà, par déclaration. Or, cette loi a été votée en novembre 2014 et elle est entrée en vigueur, mais il y a eu une petite expérimentation à laquelle j'ai participé à l'époque où Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. C'était dans les locaux du ministère. Normalement, moi, je m'étais battu pour que ça se fasse à l'Élysée. Là aussi, il y a eu des lobbies qui ont bloqué, mais peu importe. Et cette loi est en vigueur et personne n'est au courant. Donc, moi, j'appelle les immigrés de plus de 65 ans de la faire jouer, notamment les retraités, les pauvres retraités qui se retrouvent avec des petites pensions. Des pensions ridicules et qui leur permet d'aligner leur statut, d'avoir au moins le minimum de vieillesse et d'aligner leur statut. Et c'est une loi légitime parce que faut savoir que les immigrés ont reconstruit la France et qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. On est allé les chercher. Parfait. Monsieur Moustapha Saha, merci infiniment pour cet éclairage. Comme je voulais juste vous dire, à l'occasion, je voudrais parler justement des enfants d'immigrés, de leur devenir en France. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, si vous êtes d'accord sur le principe, la semaine prochaine, on consacrera une émission pendant une demi-heure à cette thématique et aussi cette célébration des arrivées des Goumés marocains aux côtes corse. Ah oui, absolument. Et il s'agit réellement, par rapport aux immigrés et leurs descendants, l'enjeu c'est de leur rendre leur dignité. Parfait. C'est l'enjeu central. Parfait. Monsieur Moustapha Saha, merci infiniment pour cet éclairage. Je vous dis inchallah barakallahu fik اخي عيد مبارك سعيد عليكم العائله ديالك ومرحبا في بلدك مرحبا بك في بلدك المغرب. Le Maroc est toujours riche par ses enfants et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine. Inch'Allah. Ma salama. Inch'Allah. Ma salama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.